Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains qui peuplent la planète et aux extraterrestres qui nous regardent. Je suis Captain Melboy, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être exceptionnelle, parce que c'est une vidéo qui fait suite à la dernière vidéo que j'ai postée, à savoir que dans ma dernière vidéo, on avait fait un classement de ce que je pense être les 20 meilleurs films de super-héros de tous les temps, de toute la planète, de toute l'histoire du cinéma, bien entendu. Alors, que dire? Bon, ce classement a fait débat, dirons-nous, hein, à peu près personne n'était d'accord avec moi. Mais néanmoins, là je pense qu'on va être d'accord parce que qu'est-ce qu'il y a de plus agréable sur une chaîne YouTube que de encenser des films? Eh bien, détruire des films. Et ça c'est marrant. Parce que si jamais vous pensiez que oh là là, le Captain Melboy, il aime que les films de super-héros, il n'est pas capable d'être objectif, ok, on va voir les 5 pires films de super-héros de tous les temps. Générique. Alors, nous allons commencer en 5e position avec Black Adam, réalisé par Jaume Collet-Serra, avec The Rock, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, enfin bref, un film qui est une daube intersidérale. C'est-à-dire que là, les 5 films qu'on a, ce sont des films qui n'ont rien compris aux super-héros et qui sont par de surcroît des mauvais films, mais vraiment artistiquement. C'est-à-dire que Black Adam, pour vous donner un ordre d'idée, dans les bandes dessinées, c'est ce qu'on appelle le Némésis de Shazam. C'est son ennemi juré, c'est littéralement quelqu'un qui a les mêmes pouvoirs que lui, ils tirent leur pouvoir de la même source, entre guillemets, et qui est un dictateur d'un pays fictif de chez DC Comics, à savoir le Kandak, qui est un pays du Moyen-Orient, un peu Égypte, on va dire, et qui, à 90% dans les comics, c'est un super vilain qui bute des gens et qui a envie de dézinguer à peu près tout ce qui bouge. D'occupation, somme toute sympathique. Sauf que The Rock, d'ailleurs, je vous conseille de regarder l'excellente vidéo de MJ Fermella sur The Rock. En fait, The Rock a un ego surdimensionné et The Rock est incapable de jouer les méchants. Alors il l'a fait au début de sa carrière, notamment dans Doom, mais The Rock ne joue jamais un méchant. Pourquoi? Parce qu'il a envie de bien se faire voir auprès des familles, auprès des enfants, auprès des spectateurs. Et du coup, quand on nous annonce The Rock en Black Adam, on se dit, pourquoi pas? The Rock, il a une certaine physicalité, il est très... comment je dirais? Il est très corporel, il est hyper musclé, puis The Rock, Black Adam, c'est un super méchant, ça peut être intéressant. Et puis sort la première bande-annonce, et là on se dit, ah bah non, et bah non, parce que, en fait, on dit dans les années 90-80 que il y avait ce qu'on appelait les héros réganiens, des stars de cinéma d'action, comme Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger, sauf que la différence avec ces trois acteurs, c'est que, même si parfois ils faisaient des films de merde, hein, disons-le clairement, ils ont quand même fait des films qui sont exceptionnels. Terminator 2, Die Hard, Piège de cristal, Rambo, Rocky. Donc dire que The Rock est une star de films d'action, on rappelle qu'il a quand même fait Fast and Furious et notamment Black Adam. Alors Black Adam, qu'est-ce qui va pas dans ce film? Je vais y venir. C'est un film qui est un plantage complet. C'est-à-dire que artistiquement, il n'y a rien, mais rien de rien. C'est-à-dire que le cadrage, la mise en scène, la photographie, le montage, tout est dégueulasse, mais tout, hein. C'est une catastrophe de A à Z. C'est un film qui ne donne aucune partition à ses acteurs. On a quand même Pierce Brosnan, hein, qui était quand même James Bond. On lui donne le rôle du Dr Fate. Bon, voilà. Le problème aussi de DC Comics, c'est que à partir des Gardiens de la Galaxie et de Avengers, donc quand Marvel a commencé à bien fonctionner, ils se sont dit on va faire pareil et ça va être super. Non, en fait. Parce que moi qui suis fan de Marvel et de DC Comics, j'aime les deux parce que les deux sont assez différents. Les deux sont beaucoup... DC Comics c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup moins fun. Et mettre des blagues sur Black Adam, c'est une catastrophe. Parce que déjà, en fait, c'est un film qui va être plein de choses. C'est un film qui va être un film de super-héros, un film comique, un film de super méchant. Sauf qu'en fait, l'erreur principale du film, c'est d'avoir mis The Rock notamment, parce que The Rock est producteur du film, hein, donc il a son mot à dire sur le scénario et tout ça, c'est d'avoir mis en fait The Rock en Black Adam et d'avoir fait de Black Adam un méchant en fait. C'est-à-dire que, pour moi, faire des films sur des super méchants de comics, c'est possible. Joker par exemple est un chef-d'œuvre.
mais c'est énormément casse-gueule en fait. Parce que surtout qu'il n'y a pas l'ombre de Shazam dans le film. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est-à-dire que, imaginez vous faites un film sur le bouffon vert, mais vous mettez pas Spider-Man. Mais ça n'a pas de sens. Vous faites un film sur Reverse Flash, mais vous mettez pas Flash. Ça n'a pas de sens. Le méchant se construit grâce à sa relation avec le super-héros et inversement. Donc faire un film sur un super-vilain sans super-héros, ça n'a aucun sens. Et puis, sauf Joker, mais Joker c'est une exception intéressante, parce que Joker, il y avait la matière de développer un univers pour. Là c'est un film qui essaye de balancer des scènes d'action complètement pétées aux effets spéciaux moches, hein, parce que c'est moche. Hein. Vous critiquez Marvel, mais alors là ça pue du hein, ça pue du fort. Hein. Donc ouais, c'est un film qui est charcuté au montage, qui est artistiquement vide, qui a vraiment pour le coup définitivement enterré DC Comics. C'est-à-dire que DC Comics, là où Marvel faisait Avengers, Avengers 2, Black Panther, Avengers 3, Avengers Endgame, chef-d'œuvre. DC Comics, ils ont fait Man of Steel, Batman vs Superman, c'est tout. Après, c'est une dégringolade. Parce que Man of Steel, c'est un chef-d'œuvre, Batman vs Superman, c'était un chef-d'œuvre, Justice League, ça commençait à péter du cul, Wonder Woman, et voilà. Et puis après, on a eu Black Adam, Shazam 2, Wonder Woman 2, enfin bref, des daubes intersidérales. Si The Rock n'était pas producteur, je pense que le film aurait pu se construire d'une façon scénaristique un peu différente. Et là, bah, du coup, vu que le film a été un fiasco, je crois qu'il a même pas fait 500 millions au box-office, ça a été un four absolu, et tant mieux. Hein, sachant que moi j'ai été le voir en lendemain de Gueule de Bois de la Tenchin. C'est important. Et même là, j'avais envie de crever. Hein. Et donc il faut se dire que, comment dirais-je, c'est un film où The Rock n'a pas sa place. Vous voyez, ça existe, les acteurs qui sont aussi producteurs, voire même réalisateurs dans certains cas, notamment Ryan Reynolds ou Mission Impossible, Tom Cruise avec Mission Impossible, pardon, qui ont un droit de regard sur le scénario, qui parfois même, je pense à Ryan Reynolds pour Deadpool 3, écrivent les films, ils sont scénaristes, c'est-à-dire qu'ils donnent des idées. Sauf que rien qu'à voir la bande-annonce de Deadpool 3, on se rend compte que Ryan Reynolds, c'est un mec qui a compris ce qu'il a adapté. Parce que, je ne le dirai jamais assez, les comics, c'est de la littérature, c'est un matériau noble. Alors certes, il y a des mauvais comics, comme il y a des mauvais films, des mauvaises séries, des mauvais dessins animés, des mauvais jeux vidéo. C'est un matériau comme un roman, et quand on adapte, il y a des codes à respecter. Je ne suis pas contre l'idée de s'éloigner des comics, bien au contraire. Je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, qui ont été faites notamment chez Marvel, pour faire des personnages qui sont radicalement différents des comics et qui sont pourtant de très bons personnages, notamment je pense à Ultron, ou même à Iron Man, et qui pourtant restent des choses cohérentes. Là, Black Adam, c'est caca, c'est une merde. Par contre, c'est drôle, hein. Ça rentre dans le cadre du nanar. C'est-à-dire que c'est un film qui est tellement éclaté au sol que ça en devient drôle pour le coup. Mais on va passer au prochain film, sinon je vais faire 25 minutes sur Black Adam. En quatrième position, Venom 1. Alors Venom 1, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà reparlé quand j'avais parlé de Madame Web. Pour faire simple, pour ceux qui découvrent un peu ma chaîne YouTube, dans les années 90, Marvel, c'était la merde, globalement. Dans les années 90, Marvel c'était la merde, et ils ont dû vendre leurs droits d'exploitation de leurs personnages à des studios. C'est pour ça que pendant quasiment 20 ans, la 20th Century Fox, avant le rachat par Disney, possédait les X-Men et les Fantastiques, donc Deadpool, etc. Et Sony possédait le droit sur Spider-Man. C'est comme ça qu'on a eu la trilogie de Sam Raimi, les The Amazing, et qu'après, Spider-Man est revenu chez Marvel. C'est compliqué, peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, Sony, comme tous les studios de cinéma, se sont dit, attends, on a tout l'univers de Spider-Man, autant faire un truc. Et là, ils se sont dit, on va faire un film sur Venom. Pourquoi pas? Venom est un personnage très apprécié des fans. Moi, c'est pas non plus un de mes persos préférés, mais je me dis, en vrai, pourquoi pas? Parce que Venom, il y a une certaine violence, c'est un anti-héros, on peut faire un film un peu violent, un peu cracrabouda avec des têtes qui se coupent, des jambes coupées, des organes qui volent, du sang. Et on se dit, en vrai, pourquoi pas? Et là, on nous annonce Tom Hardy. Et là, on se dit, ah, sympa, franchement sympathique. Franchement sympa. Parce que Tom Hardy, même si avec Venom et tous ses autres films, sa carrière a fait une chute libre en termes d'acting qui est terrifiante, alors que c'était un mec qui était brillant, notamment chez Nolan. Et là,
on nous annonce Ruben Fleischer. Ruben Fleischer qui a fait le film Uncharted, les films Zombieland, qui est ce qu'on appelle à Hollywood un honnête yes man, un honnête faiseur. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui a une vision, c'est pas un mec qui a un style défini, mais c'est un mec qui fait bien le taf, qui arrive à faire des films à peu près divertissants et à peu près qualitatifs, j'ai envie de dire. Et là, un peu avant la sortie du film, Tom Hardy dit ouais, en fait toutes les scènes de Venom que j'ai préféré tourner, elles ont été coupées. Et là, en cherchant un peu, on se rend compte que Sony voulait un film un peu plus fun, un peu moins violent, parce que forcément, quand on fait un film violent, ça coupe d'une certaine part du public. Tu vois, si tu fais un film moins de 16, enfin moins de 17 ans, comme c'est aux États-Unis, eh bien, forcément, tous les enfants de moins de 16 ans, ils ne pourront pas le voir, donc ça te coupe d'une partie du public. Donc forcément, c'est une galère. Sauf que, là encore, comme je disais sur Black Adam, il y a des codes à respecter. Faire un film Venom, par exemple, avec des licornes et des papillons, ça n'a pas de sens. Alors que faire un film Venom avec du sang, des coups de hache, des mitrailleuses et nanani nanana, c'est un bonheur. Et donc, quand j'avais vu Venom au cinéma, je l'avais pas détesté. Je l'avais pas détesté. Je trouve que c'était un divertissement un peu pourri, mais franchement, ça allait. Et en fait, en le revoyant, je me rends compte à quel point non seulement il ne respecte pas les comics, mais en plus, c'est une daube de cinéma intersidéral. Tom Hardy joue bien, mais c'est tellement mal écrit ce qu'il a à défendre que c'est impossible de bien jouer. Comprenez-moi. Quand vous avez du texte, enfin, moi je parle, j'ai fait du théâtre, j'ai fait le cours Florent, enfin, je suis pas un acteur, attention, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà joué des textes. Quelques-uns, on va dire, un petit peu. Quand vous avez un texte, par exemple, comme du Molière ou du Shakespeare, qui sont des textes virtuoses, avec la dramaturgie, des choses à jouer, c'est formidable. Et vous avez un terrain pour vous exprimer. Alors que là, dans Venom, il n'y a rien, il n'y a pas de scénario. Le scénario, c'est mais Venom, il arrive sur Terre. Ok. Et le méchant, il veut aller sur l'espace pour ramener d'autres symbiotes. Mais oui, mais le méchant est inintéressant. Le méchant, c'est même pas qu'il n'est pas interprété, c'est qu'il n'existe pas, il n'est pas écrit. Le méchant prend un symbiote, donc un extraterrestre, il a son armure, et puis en fait il dit « allez, je deviens méchant ». Pourquoi ? On ne sait pas. Et encore une fois, c'est un film qui ne respecte pas les comics. À la base, Venom, le truc noir extraterrestre, c'est Spider-Man qui l'amène sur Terre, et qui ensuite est transmis à Eddie Brock. Mais un film Venom sans Spider-Man, c'est comme faire une mayonnaise sans les œufs. C'est possible, mais ce n'est pas bon. Ou c'est comme faire un burger sans pain de mie. Sans pain à burger, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien les métaphores culinaires. C'est comme faire une tarte au citron sans citron. T'as une tarte. Donc la pâte est bonne, mais c'est dégueulasse. Venom, c'est une catastrophe industrielle, comme tous les films que je vais vous présenter, c'est des films faits par des producteurs véreux qui se sont dit on va faire de l'argent avec des trucs que les gens aiment bien. Et c'est une catastrophe. Je ne parlerai pas de Venom 2, parce que Venom 2, pour le coup, il rentre vraiment dans le cadre du nanar cosmique. C'est-à-dire que Venom 2, la suite avec Carnage, c'est un très mauvais film, vraiment honteux et inadmissible, mais au moins il y a de l'action et au moins je me marre. Parce que c'est tellement con, et il y a de l'action, il se passe quelque chose. Là, il y a tout pété, 5 scènes d'action qui sont, en plus en termes d'effets spéciaux, absolument dégueulasses. Le film est aseptisé au possible. C'est navrant de nullité, ce film. Sans déconner, c'est une catastrophe. Donc on va passer au film suivant. Alors, pour la troisième position, nous allons parler de Morbius, réalisé, je crois, par Daniel Espinosa, il me semble, qui avait réalisé le film Life, Origine Inconnue, que je n'ai pas vu, mais que apparemment ma daronne m'a dit que c'est un bon film, donc pourquoi pas. En fait, c'est exactement le même problème que Venom. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ça nous raconte, Morbius ? Ça nous raconte un gars qui souffre d'une sorte de maladie sanguine. Bon, il est devenu un très grand médecin, et il veut soigner sa maladie. Postulat de base, origin story pour un méchant, assez intéressant, tu te dis pourquoi pas. Et le gars donc décide de se créer une sorte de sérum, machin, on sait pas trop quoi, mais en plus il se dit je vais aller dans les montagnes de la jungle un peu perdue pour aller capturer des chauves-souris un peu chelous, un peu mutantes, pour me servir de leur ADN pour guérir. Déjà, why ?
Tu vois, parce que dans les comics, il y a quand même des trucs très très cons. Hein. Parce que autant le lézard de Spider-Man, c'est logique. Les lézards peuvent faire repousser leurs membres, je vais m'injecter leur ADN, mais je deviens un lézard. Ah, on peut paraître ça con, mais c'est logique. Par contre, aller se faire injecter des trucs de chauve-souris, on ne sait pas pourquoi, donc déjà bizarre. Donc il s'injecte le sérum, il commence à reprendre des couleurs, des muscles, il commence à être fort et tout, il se dit oh putain trop cool et tout. Et le gars est en train de se dire oh, je suis en train de me transformer en vampire en fait. Oh là là, c'est fou, dommage. Et là, l'erreur. L'erreur parce que du coup, son pote, qui souffrait également de la même maladie, apprend donc que son pote, donc Michael Morbius, a un remède, et il lui dit bah écoute frérot, je vais crever, passe-moi le remède. Et le gars lui dit non, non frérot, parce que en fait on se transforme en vampire et on a envie de sang, donc on va tuer des gens si on fait ça, et c'est une galère. Bon, bah, son pote, là, Milo, je crois qu'il s'appelle, ça fait 20 ans qu'il est quasiment en chaise roulante en train de crever. Donc le frérot, il va dans le laboratoire, il bute la meuf, et il prend le sérum. Et oh, il devient un super méchant. Bon, déjà, vous voyez le scénario, vous vous dites que c'est de la merde, et vous avez raison, ce n'est pas une merde, c'est une énorme merde. Alors, attention, hein, on est bien entendu pas au niveau du film de la saga Dune, c'est quand même un peu mieux. Parce que là, contrairement au film Dune, c'est des films où il se passe des choses. Hein. Alors, c'est mal filmé et c'est mal cadré, et les effets spéciaux sont moches, mais il se passe des choses. Contrairement au film Dune, où pendant 3 heures, il se passe rien. Bon, ça, c'est toujours la petite pique, hein, le petit running gag qu'on aime bien. Non, Morbius, c'est exactement comme Venom, parce que c'est également un ennemi de Spider-Man. C'est-à-dire que l'origin story est à peu près la même que dans les comics, il est malade, il veut se soigner avec des chauves-souris, chacun son délire, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais sauf que dans les comics, il se fait arrêter par Spider-Man, parce que c'est un méchant, il prend le sang de gens, il tue des gens, ce qui n'est pas une chose agréable dans la vie, et là dans le film, eh ben non, parce que du coup, il n'y a pas Spider-Man. Donc ce qui est complètement con, parce que du coup, on nous crée un méchant en la personne de Milo, qui essaye d'être une sorte de sex symbole un peu sexy, là. En plus, il danse et il a des abdos, et ça n'a pas de tout le moindre sens. Mais on se dit, pourquoi pas, et en fait, non. Les scènes d'action sont moches as fuck, c'est un film qui est de 2022, je crois. Oui, je crois, 2021 ou 2022. C'est une catastrophe herculéenne, là, on est vraiment... C'est-à-dire que Jared Leto, qui, dans les années 90, a pu, à certains moments, être un bon acteur, ce n'est plus le cas du tout. Si vous voyez, ne serait-ce que les 5-10 derniers films qu'a fait Jared Leto, c'est un acteur en roue libre, qui est fou, hein, parce qu'on rappelle que Jared Leto, donc, qui a joué le Joker dans Suicide Squad, pendant le tournage du film, pour rester dans son personnage du Joker apparemment, envoyer des préservatifs usagés et des cadavres d'animaux décédés à ses camarades du tournage. Alors, bon, je veux bien croire que tu veux rester dans le personnage, mais Joaquin Phoenix, je crois pas qu'il ait fait ça pour jouer Joker, et pourtant il a eu l'Oscar. Bon. Donc déjà, Jared Leto, il est fou. Donc déjà, cet acteur, c'est non. Mais en plus, il ne donne aucune couleur, aucune vie à son personnage. Le texte, les dialogues sont vides as fuck. C'est une catastrophe industrielle sans précédent. C'est-à-dire que le Spider-Verse, il n'y a eu aucun film bon. Je parle pas des films d'animation Spider-Verse qui sont de purs chefs-d'œuvre de cinéma, bien entendu. Non, je te parle vraiment... je vous parle, pardon, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous parle vraiment de le Spider-Verse, donc ça Venom 1, Venom 2, Madame Web, et Morbius, et bientôt Kraven, bon, on va se régaler, je le sens, qui va être une daube aussi. Oui, je sais qu'il ne faut pas critiquer les films avant de les avoir vus, mais sans déconner. Le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire que faire des films sur des super-vilains sans super-héros, il faut avoir la matière derrière, sauf que là, il n'y a aucune matière. C'est un film qui, c'est même pas un nanar, c'est un film désolant, détruit, purulent, c'est une verrue ce film en fait, vous savez, mais tu sais la verrue genre qui pique et qui est désagréable, c'est une verrue vraiment, faut tuer ce film, c'est un enfer. En deuxième position, le pire film du Spider-Verse, hein, quand même, hein,
Madame Web, voilà, Madame Web. Alors, Madame Web, si vous voulez que je sois plus ample sur Madame Web, j'ai une vidéo dédiée à ce film que j'ai vu un jour de Saint-Valentin. C'est très grave. Hein. C'est-à-dire qu'un jour de Saint-Valentin, bon, vous me direz, j'étais célibataire. Je suis quand même allé me taper ce film-là. Hein. C'est un enfer. Donc Madame Web, que dire. Bon, déjà, il y a Sydney Sweeney. Ça, c'est la meilleure chose du film. C'est tout. C'est tout. C'est un film qui n'a rien de bien. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que Venom, Black Adam, Morbius, c'est des films où, en fouillant, on peut essayer de sauver au moins un truc, un plan, une idée. Parce que par exemple, Black Adam, la musique, c'est Lorne Baffle qui fait la musique des Missions Impossibles, qui est très bonne musique. Venom 1, y a Tom Hardy qui essaie quand même de se démener un peu, qui essaie de ramener un peu de vie à son personnage. Morbius, on a Matt Smith qui est un bon acteur, donc on aime bien le voir à l'écran, même si c'est une catastrophe. Mais là, Madame Web, il n'y a rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire que ce soit artistiquement, c'est-à-dire en termes de mise en scène, de cadrage, de photos, de musique, parce qu'il n'y a même pas de partition musicale, hein, c'est une catastrophe. Artistiquement, c'est une sorte de procédé chimique qui est en train de s'auto-nécroser, c'est-à-dire que le film commence, en 30 secondes, le film s'est chié dessus. Vraiment, le film commence, donc tu as Tahar Rahim, comme ça, qui est garde du corps, entre guillemets, qui aide une femme enceinte à trouver une araignée. Déjà, tu te dis, bon, déjà, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Il trouve l'araignée qui apparemment, quand elle mord, peut te donner des pouvoirs de guérison, oh là là. Et puis, il tue la meuf. Oh alors ça, c'est un méchant, Tahar Rahim, dans ce film. Hein. Il a, Tahar Rahim, probablement l'un des pires costumes de l'univers des super-héros qui ait jamais existé au cinéma, mais les autres super-héroïnes aussi, hein, parce que c'est... les acteurs, j'ai l'impression qu'ils sortent tous d'un lendemain de cuite, sauf que plutôt que de prendre de l'alcool, ils ont mangé de la farine mélangée avec du Coca-Cola. C'est-à-dire que ils ont mangé du plâtre en fait, du coup ils sont... Donc c'est une catastrophe. Dakota Johnson, alors bien entendu, je ne suis pas pour détruire la carrière de femmes talentueuses, hein, bien entendu. On a des millions et des millions d'actrices sur la planète qui sont formidables. Sydney Sweeney, Zendaya, Scarlett Johansson, Brie Larson, Meryl Streep, on a plein d'actrices. Mais alors Dakota Johnson, elle rentre dans le cadre des stars où je ne comprends pas pourquoi ce sont des stars. C'est-à-dire que même dans 50 nuances de Grey, qui sont des films nanardesques, hein, qui sont des énormes daubes, hein, elle joue comme un pied, mais c'est-à-dire elle joue même pas comme un pied, là, elle joue sans jambes. Hein, c'est-à-dire que c'est une meuf qui, je pense, doit prendre énormément de cocaïne durant ses tournages, parce que... Mais de la mauvaise cocaïne, hein, parce que plutôt que d'être... Tu vois, comme quelqu'un qui prend de la coke, elle est en mode... Donc c'est une catastrophe. Et on se dit, il y a un producteur qui s'est quand même dit... je vais faire un film sur un personnage de l'univers de Spider-Man. Donc là tu te dis, ah ouais, Spider-Woman, Spider-Gwen... Non, Madame Web. Qui est vraiment, mais c'est même pas dans les comics, c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire, quoi. Vraiment, c'est un personnage que personne. Je pense, hein. Les fans de Marvel, il faut que vous me disiez. Je pense qu'il n'y a aucun fan de Marvel qui va te dire, ah oui, mon personnage préféré, c'est Madame Web. Hein. Bien sûr, je suis fan du personnage. Non. Donc déjà, dès le postulat de base, le film se chie dessus. Déjà. Et donc Dakota Johnson, pour en revenir à ce que je disais, c'est un poisson décédé. C'est un poisson décédé. C'est un miracle pour moi qu'elle soit actrice, parce que... alors attention, toute mesure gardée, moi je suis un acteur de merde, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Je suis un très mauvais acteur. Mais alors, par contre, elle, c'est même pas que c'est une mauvaise actrice, c'est qu'elle ne joue pas. C'est-à-dire, elle dit ses répliques. C'est tout. Et c'est quand même terrifiant de savoir ça, parce qu'elle joue quand même Madame Web, qui est quand même un personnage de comics qui est écrit, quoi, qui a peut-être des gens qui l'apprécient. Je disais que personne n'aimait ce personnage, c'est pas tant ça, c'est que en fait c'est un personnage que personne ne connaît. Et là où Marvel, avec le MCU, est fort, et là vous allez dire que je fais chier encore avec Marvel, mais quand ils nous présentent des personnages pas ou peu connus,
bah, ils nous font aimer ces personnages. Regardez les Gardiens de la Galaxie. Avant les Gardiens de la Galaxie, quand le film est arrivé, personne ne connaissait Star-Lord, Gamora, Drax, Groot. C'était des personnages vraiment du fond des comics. Hein. Et pourtant, bah James Gunn a réussi à nous les faire apprécier en quelques scènes. Là, je n'ai d'attachement pour aucun des personnages féminins ou même du personnage de Tahar Rahim. Tahar Rahim, je sais pas ce qu'il allait foutre là-dedans, parce que quand t'es acteur français, c'est un peu sexy de se dire « Putain, je vais jouer dans un film de super-héros, dans un blockbuster américain ». Sauf que bah, les acteurs français dans des blockbusters américains, bah, on a Vincent Cassel, par exemple, qui joue dans la trilogie Ocean. On a Pomme Clémentieff, qui est Mantis, notamment dans le MCU, dans les Gardiens de la Galaxie. Donc bah, c'est quand même très très douloureux de voir un acteur français. Ça va pas tuer sa carrière, bien au contraire, parce qu'il va jouer Charles Aznavour dans un biopic, mais Madame Web, c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe, parce que même dans les mauvais films de super-héros, j'arrive quand même à sauver au moins les costumes. Au moins ça, tu vois. Par exemple, Black Adam est un très mauvais film, mais les costumes, bon, bah, même s'ils sont maltraités par des effets spéciaux moches, il y a quand même des costumes de super-héros. Là, les costumes, c'est des costumes en drap, hein, je vois pas commencer autrement. Et alors là, mais ça c'est formidable. À la fin du film, donc Cassandra Webb, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle tombe dans l'eau. Bon, elle tombe dans l'eau, il y a une explosion, elle tombe dans l'eau. Ok, soit. Et attention, c'est pas elle tombe dans l'eau et elle se fracture la colonne vertébrale sur un rocher où il y a un morceau de bâtiment qui lui tombe dessus. Elle tombe dans l'eau juste. Et la scène d'après, elle est en fauteuil roulant et aveugle. Alors, soit elle s'est baignée dans la Seine, mais comme le film se passe à New York, je sais pas comment c'est possible, soit bah, c'est pour faire un hommage aux comics, parce que dans les comics, elle est en fauteuil roulant et elle est aveugle. Oui, mais dans les comics, il y a une origin story, il y a quelque chose. Là, c'est juste, eh ben, on va faire du fanservice là pour les fans de Madame Web. Mais les fans de Madame Web, ils sont 5 dans la planète, et ils vont te chier dessus, en fait. Donc c'est une... combien de temps ça fait? Ouais, ça fait 7 minutes que je tourne. Je vais arrêter de parler de ce film parce que j'ai mon ulcère au niveau du cou qui revient. Et là, on va parler... on va pas parler d'un ulcère, on va parler d'un cancer cinéma pour la première position. On passe au prochain film. Alors, en première position du pire film de super-héros de tous les temps. Non, ce n'est pas le Daredevil avec Ben Affleck. Non, ce n'est pas la Justice League de Joss Whedon, parce qu'il y a quand même des trucs à sauver dedans. Non, ce n'est pas Aquaman 2 ou Shazam 2, qui sont des mauvais films, mais encore une fois, avec des choses à sauver. Notamment Aquaman 2, qui a de bonnes scènes, je trouve. On part sur Flash. Alors qu'est-ce que... Là encore, j'ai fait 2 vidéos sur Flash, notamment une vidéo où j'ai parlé du film en long, en large et en travers. Que dire Flash est l'un de mes personnages préférés. Voilà. Bon, ça pour le coup, c'est un peu un lieu commun de dire ça, parce qu'il y a plein de gens qui aiment Flash, et c'est super ce personnage. C'est un personnage que j'ai découvert quand j'étais petit, mais que j'ai véritablement commencé à apprécier avec la série très 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 sous-estimée de la CW, intitulée The Flash. Bon, même si les saisons sont pas toutes égales, ça reste quand même une série qui a beaucoup de charme, et qui essaye, en tout cas qui tente des trucs. Et ça c'est cool. Et donc, quand on nous annonce un film Justice League, réalisé par Zack Snyder, bah, moi qui ai vu Batman vs Superman et Man of Steel, je me dis, oh putain, ils vont peut-être faire mieux qu'Avengers. Oh putain, ça va être exceptionnel. Et là, on nous dit, bon, ben, les Wonder Woman, Batman, Superman, ils sont pris. Bon, on a les acteurs, ça marche bien. On se dit, pourquoi pas. Jason Momoa en Aquaman. Oui, Jason Momoa, il est musclé, c'est une version d'Aquaman qui est très éloignée des comics, mais ça fonctionne, donc pourquoi pas. Ray Fisher en Cyborg, bon, Cyborg est un perso un peu secondaire des comics, mais c'est un personnage appréciable, donc pourquoi pas. Et là on nous dit Ezra Miller. Ah, en Flash. Bon. Parce que qu'est-ce que c'est Flash dans les comics? Flash dans les comics, c'est un mec qui réfléchit vite, qui pense vite, qui est un peu, dans quelques comics en tout cas, qui est un comic relief. C'est-à-dire un mec qui fait des blagues, un peu comme Spider-Man, pour désamorcer la situation, mais qui a quand même, aussi dans la série, des vrais moments d'émotion, de pleurs, de tristesse, parce que c'est quand même un mec qui a vu son père, sa mère, ses potos se faire zinguer par des méchants.
Donc bon, c'est un mec qui est quand même un peu dépressif, hein, qui a quand même vécu pas mal de tragédies. Et qui en plus a, en tout cas dans la série, une femme, des amis, ce qu'on appelle la Team Flash, voilà. Là déjà on nous dit, bah en fait Flash il a pas d'amis, hein, il a pas d'amis, il est tout seul, voilà. Bon, bah, déjà, là il y a un problème. Là il y a un problème parce que c'est même pas un film qui adapte les comics, c'est un film qui adapte sa version de Flash. Là je parle de Justice League. Hein. Et en plus, alors là, c'est très intéressant, Flash a des éclairs bleus. Bon, déjà un problème, parce que dans les comics, Flash a des éclairs jaunes, Reverse Flash a des éclairs rouges, et chaque speedster, donc les personnes qui ont des pouvoirs de vitesse, ont des éclairs de couleurs différents. Notamment aussi dans la série de la CW, chaque speedster a ses couleurs d'éclairs différents. Parce que comme ça permet de les différencier à l'image et tout. Et là, il a fait son costume tout seul, son costume qui est mais alors, dégueulasse, hein. Mais vraiment dégueulasse. Ah, attendez. Allez. J'ai eu la figurine pop quand j'étais plus jeune par une de mes amies. Hein. Donc merci de ce cadeau, mais regardez ce costume. La figurine pop est plus belle que le costume. C'est quand même très très grave. Et en fait, on nous annonce du coup, suite au film Aquaman, Wonder Woman 2, Batman, etc., machin, on nous dit on va faire un film Flash. Et là, c'est ce qu'on appelle un développement hell, c'est-à-dire un développement de l'enfer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un scénariste, on a un réalisateur, le scénariste se barre, le réal se barre, il y a un autre réal, un autre scénariste, bref. C'est une catastrophe. Ce film, il y a eu genre 27 scénaristes, 34 réalisateurs. C'est une daube, mais vraiment une daube intersidérale. Parce qu'en fait, Warner Bros. A voulu prendre le contrôle du film. Et ça, c'est un truc que, en tout cas, même encore aujourd'hui, on voit que James Gunn a déjà compris ça quand il est devenu président, enfin en tout cas directeur créatif de DC Studios. C'est-à-dire que Peter Safran, lui, gère tout ce qui est la logistique, le côté financier, et James Gunn le côté artistique. Et il a dit, moi, mes films DC Comics que l'on va faire, les réalisateurs et les réalisatrices auront leur vision. Ils auront ce qu'on appelle le final cut. C'est-à-dire le final montage, c'est le montage final, c'est eux qui ont la décision de garder une scène, garder le plan, garder tout ça. Bref. Et donc, The Flash, c'est une insulte, non seulement aux fans de Flash, aux fans de films d'action, aux fans de films de super-héros, c'est une... Là, j'ai beaucoup dit le terme catastrophe industrielle. Mais là, c'est même pas une catastrophe industrielle, c'est une catastrophe nucléaire atomique. Parce que, en plus, comme en 2021, Spider-Man No Way Home a fait revenir les anciens Spider-Man, et ça parle un peu de multiverse et tout, et ils ont fait revenir les anciens méchants, avec que se dit DC Comics, ils se disent, on va faire pareil, mais en moins bien. Donc, que raconte The Flash? Eh bien tout simplement, ça raconte l'histoire donc de Barry Allen, interprété par Ezra Miller. Alors interprété, c'est pas bien un grand mot, en tout cas il a le costume, hein, un costume qui est d'ailleurs dégueulasse, mais bon ça c'est encore autre chose. Travaille avec la Justice League pour sauver la planète. Bon. Sauf que, en fait, son père est toujours en prison pour le meurtre de sa mère, alors que il n'a pas tué sa mère en fait. Parce que dans les comics, tout fan de comics sait que c'est Reverse Flash qui a tué la mère de Barry Allen, hein, puisqu'il peut revenir dans le temps. Et donc là tu te dis, peut-être qu'on va voir Reverse Flash, peut-être qu'on va avoir des trucs, des combats intéressants. Non. Et donc du coup, au détour d'une soirée, il décide de revenir dans le temps et de sauver sa mère. Ce qui crée ce qu'on appelle une temporalité alternative dans laquelle Superman n'est pas arrivé sur Terre et que c'est Supergirl et que du coup le général Zod arrive et que oh là là il faut aller chercher Batman, sauf que vu qu'on est dans une temporalité alternative, c'est le Batman de Tim Burton. Déjà aucun intérêt, aucun sens, et en plus du coup why
Le film, en fait, j'ai du mal à en parler parce que c'est un film qui, à chaque embranchement, à chaque décision scénaristique, fait n'importe quoi. On essaye de faire du voyage dans le temps. Flash peut voyager dans le temps, pourquoi pas. Sauf que on n'y comprend rien. Pourquoi voyage-t-il dans le temps? Pour sauver sa mère. D'accord, mais non, en fait. Hein. Deuxièmement, on a donc du coup un deuxième Barry Allen. Vu qu'il voyage dans le temps, il y a une version alternative de lui. C'est la version alternative la plus casse-couille qui existe sur l'entièreté de la planète et du multivers. C'est-à-dire que cette version de Barry Allen du passé est censée être le comic relief qui fait des petites blagues. C'est un enfer, chacune de ces dialogues, j'ai envie de m'arracher les tympans et de me les fourrer dans la bouche pour les manger, tellement c'est un enfer. Ensuite, ils vont voir Batman. Et là où ça aurait été intéressant, ce serait de mettre un autre acteur, un nouvel acteur de Batman. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Clint Eastwood ou Kevin Costner, tu vois, de faire un Batman différent. Et là, pour une raison qui n'est autre que le pognon et le fanservice, Michael Keaton revient parce que apparemment on a atterri dans son univers. On ne sait pas pourquoi, c'est son univers, c'est son multivers, bref. Donc là, au début, il dit bah non, je suis plus Batman, j'ai plus envie. Sauf que bah, il faut quand même avoir des scènes d'action dans le film, donc il revient. Mais il revient, bon, il revient dans un costume moche pour des scènes d'action moches, mal filmé, mal branlé, enfin bref, il n'y a rien qui va dans ce film. Ensuite, ils vont libérer, bon, le meilleur truc du film, mais ça c'est, ils vont libérer Supergirl, interprétée par Sacha Callier, qui est bon, une femme parfaite, hein, une femme magnifique, et une actrice, somme toute, qui essaye de donner un peu de vie à ce film, sauf que bah, les dialogues, c'est compliqué, hein. Donc oui, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe herculéenne dans des proportions absolument cosmiques et atomiques, parce que, et c'est là où on avait le problème inverse dans les films que je vous ai cités avant, c'est-à-dire qu'on faisait des films de super vilains sans super-héros, là on fait un film de super-héros sans super-vilains. Oh, alors là c'est quand même formidable. Alors là c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que certes, on a le Général Zod qui revient dans une version avec des effets spéciaux dégueulasses et moches. En plus, la bataille finale n'a aucun sens. Mais aucun sens, hein. C'est-à-dire que on a donc du coup les deux versions alternatives de Flash, parce que maintenant Flash en plus a des éclairs jaunes. Parce qu'en fait il y a un nouveau costume qui redirige mieux l'énergie. Non, nique ta mère, va mourir, s'il te plaît, merci. Et on a du coup l'autre Barry Allen dans une version trafiquée avec le costume de Batman. Et on a Batman et Supergirl. Alors, bon, Supergirl, elle peut combattre des Kryptoniens parce qu'elle est kryptonienne. Exactement. Batman, non, Batman ne peut pas battre des Kryptoniens. Ce n'est pas possible. Il peut gagner du temps, mais il ne peut pas les battre. Et du coup, Flash, donc ces 4 personnes sont sur le champ de bataille. Voilà. C'est tout. Et au détour du coup de cette bataille, Batman et Supergirl finissent par mourir. Du coup, Barry Allen du passé, cette version alternative, retourne dans le temps pour les sauver et ainsi de suite. Sauf qu'au final, ça crée une boucle temporelle. Bref, ça crée le caca, ça crée la merde. Et il y a pour moi l'une des pires scènes de super-héros de toute l'histoire, où c'est littéralement le Barry Allen du futur qui dit au Barry Allen du passé, déjà cette phrase ça m'énerve, il lui dit globalement arrête d'essayer de sauver des gens. Donc on a les super-héros, qui donc à la base de la bande dessinée, à la base du comics, c'est sauver des gens et battre des méchants. Donc là, on a un film qui nous dit il n'y a pas de méchants, et en plus, il faut arrêter de sauver des gens. Alors ça, c'est formidable. C'est une destruction et un contresens total avec l'essence même du super-héros. Hein. C'est une destruction absolue du modèle super-héroïque. C'est normal que ça ait détruit le DC Universe pour de bon, et que maintenant, ils vont rebooter tout ça avec le Superman de James Gunn et ensuite le Supergirl de Greg Gillespie. Parce que... Attendez, je bois de l'eau parce que je suis en train de crever. C'est donc ouais, non, en plus Flash, il y avait moyen de faire des trucs super. Flash, il y avait, comme on voit un peu dans les Éternels, de faire des trucs qui vont super vite. Et Flash a une galerie de super vilains exceptionnelle. Et il y avait moyen de faire un film super, certes,
assez fun, assez cool, assez coloré, assez barré même, hein, d'une certaine façon, parce que c'est Flash, quoi. Il y a Reverse Flash qui est le plus grand méchant de la pop culture. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est mon méchant préféré. On a Captain Cold et Lascar, on a Savitar, on a Zoom, enfin, sans déconner, il y avait moyen de faire un truc exceptionnel et c'est même pas une bouse. C'est un doigt dans le cul, ce film. C'est-à-dire que le producteur, il vient vous voir chez vous et il vous détruit le fion, mais vraiment goulûment et avec passion. C'est un film qui a envie de tuer les fans de super-héros. C'est-à-dire que moi j'ai vu ce film, alors je suis allé me foutre de l'acide sulfurique sur les yeux et je me suis immolé par le feu, et c'était quand même plus agréable que le film. Parce qu'en plus, je vous en ai pas parlé, mais alors artistiquement, oh là là là, la mise en scène, il y a rien, mais il y a rien. C'est-à-dire que le réalisateur, il pose sa caméra et dit, bah voilà, c'est bon. Ou alors, parce qu'en plus c'est Andy Muschietti, c'est le mec qui a réalisé le diptyque sur ça de Stephen King. C'est pas un mauvais réal, c'est un mec qui a des idées des fois, tu vois. Et là, je pense que les producteurs ont dû dire non, faut pas faire ça. Bon, bah je fais pas ça du coup. C'est une honte, mais une honte de film, vraiment. C'est. Alors, franchement, je vais pas vous mentir, hein, dans ma vie, il y a eu 3 daubes cinématographiques, mais vraiment 4 daubes vraiment, où je me suis souvenu de la séance et où vraiment mon anus s'en est souvenu, hein, parce que je me suis fait démonter. Il y a eu Dune 1, voilà. Il y a eu Killer of the Flower Moon, où je me suis barré de la salle parce que c'est un enfer. Il y a eu The Flash et il y a eu Dune 2. Vraiment, c'est les 4 cavaliers de l'apocalypse du film de merde. Hein. C'est waouh, c'est une catastrophe. Et putain, on est déjà 14 minutes sur ce film, j'ai envie de me défenestrer. Et en plus, le costume de Flash. Oh là 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 là. Mais c'est un enfer parce que Flash travaille pour la Justice League, donc pour Batman, donc pour Bruce Wayne, donc il a les moyens de se faire un costume beaucoup plus technologique et beaucoup plus avancé. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais alors le costume, ouf, il est immonde, hein, mais vraiment, c'est-à-dire que quand tu regardes des images de tournage, littéralement le costume ne va pas à Ezra Miller, le costume ne fit pas avec sa corporalité. Hein. C'est un costume qui ne va pas. Et alors, me lancez même pas sur les caméos, parce qu'on a au début Ben Affleck en Batman, qui est vraiment à des milliards de kilomètres de la version qu'il avait dans Batman vs Superman, à savoir un Batman, certes, qui dans Justice League a retrouvé l'espoir de devenir un héros, de devenir une personne meilleure, mais qui était quand même un Batman très physique, très violent, presque, ouais, qui tuait des gens. Mais alors, certes, il a évolué, mais là, on est sur un Batman dans un costume dégueulasse qui fait des blagues. Batman qui fait des blagues. Oh là 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 là. Oh là là. Vraiment, il y a un truc à ne pas faire quand vous faites un film Batman, c'est Batman qui fait des blagues. Enfin, il y a de l'humour, c'est de l'humour noir, tu vois, c'est de l'humour très sombre, de l'humour à froid. Batman qui fait des blagues, c'est non. Wonder Woman qui arrive et qui utilise l'assaut de vérité sur Batman et Flash, où globalement, ils disent qu'ils sont puceaux, hein, enfin surtout Flash il dit qu'il est puceau, et où les deux se disent je me ferais bien Wonder Woman, moi finalement. C'est un enfer, un enfer perpétuel. Ah oui, parce que dans ce film, Flash est un harceleur sexuel aussi, ça c'est intéressant. Mais surtout, et on finira là-dessus, c'est que avant que le film sorte, on s'est rendu compte que Ezra Miller, donc la personnalité de Ezra Miller, c'était donc un psychopathe, quelqu'un qui kidnappe des gens, qui s'introduit chez des gens pour leur voler de l'alcool, qui a menacé des gens, et je crois que même qui s'est battu à Hawaï, qui a fallu foutre le chaos à peu près dans toute l'île. Donc un méchant, un super méchant, clairement un criminel avec des problèmes psychiatriques et psychologiques qu'il faut enfermer, et tout simplement, il ne fallait pas sortir le film. Il ne fallait pas sortir le film. Les producteurs de DC Comics ont supprimé le film Batgirl, hein, alors que le film était fini et qui coûtait 4 fois moins cher que ça. Par contre, un film comme The Flash, ils le sortent avec un actrice qui est catastrophique, qui n'a rien compris à ce qu'il devait interpréter. Donc c'est une catastrophe. The Flash, je pourrais vous en parler encore pendant des années et des années, mais ce ne sera pas intéressant. Donc voilà, c'était vraiment une épreuve douloureuse pour moi. Et voilà, on se retrouve, c'était les 5 pires films de super-héros de tous les temps.
On se retrouve dans quelques semaines, j'espère, pour parler de Deadpool. Et puis en attendant, si j'ai des idées de vidéos, j'en ferai. Allez, bisous les geeks et à bientôt.